Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, visite officielle du chef de l'État rwandais Paul Kagame en Jamaïque afin de consolider la coopération bilatérale. Le président Paul Kagame a obtenu du pays insulaire des Caraïbes un appui notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Projet de loi sur le nombre de députés au Sénégal après la vive polémique sur la question de l'augmentation du nombre de parlementaires. La majorité propose des amendements pour maintenir leur nombre à 165. Brazzaville, capitale de la mode, la ville congolaise a abrité du 7 au 9 avril dernier la Brazza Fashion Week, une première édition avec à l'honneur les jeunes créateurs. Mais d'abord et avant de développer ces titres, le ministère burkinabé de la Défense qui annonce le recrutement de 3000 soldats supplémentaires afin de consolider les rangs de l'armée qui compte entre 15 000 et 20 000 soldats mais qui enregistre d'importantes pertes en raison de la multiplication des attaques terroristes qui les ciblent régulièrement. Et concernant l'opération de recrutement, elle va se dérouler sur la période allant du 4 au 31 mai dans les chefs-lieux des 13 régions administratives du pays. Le président rwandais Paul Kagame était en visite officielle en Jamaïque, une visite de 3 jours qui a pris fin vendredi. Un déplacement afin de renforcer les liens entre les deux pays. Et au terme de cette visite, plusieurs accords ont été signés. Ils portent essentiellement sur la culture et les technologies de l'information et de la communication. Joël Ballot. Approfondir les échanges bilatéraux entre le Rwanda et la Jamaïque. Au bénéfice des populations, tel était le but de la visite de travail du président rwandais Paul Kagame en Jamaïque. Du 14 au 16 avril 2022, les gouvernements du Rwanda et de la Jamaïque, au travers de la signature de 2 mémorandums d'accords bilatéraux, ont axé leurs échanges sur plusieurs domaines dont la culture, les technologies de l'information et de la communication, la santé, le tourisme et le sport. Nous sommes partis de zéro et nous avons commencé avec le secteur public. Le secteur privé, quant à lui, n'existait presque pas. Il avait été éradiqué par les événements qui se sont produits en 1994. Et cette situation interpellait particulièrement les leaders politiques. Nous avons choisi un leader dans chaque secteur d'activité qui avait pour mission de ressusciter le secteur privé. Au cours d'une table ronde entre les autorités rwandaises, jamaïcaines et la société civile, le Premier ministre Andrew Holness a laissé entendre que le Rwanda constitue un exemple brillant en matière d'autonomisation de la femme et de la fille. Le président rwandais Paul Kagame, quant à lui, s'est appesanti sur les voies et moyens pour renforcer les relations bilatérales entre l'Afrique et les Caraïbes. En ce qui concerne la population, il y a une connexion que la coexistence géographique ne peut pas éliminer. La première chose que nous devons faire, c'est de créer un environnement et de donner la possibilité aux personnes d'explorer le Rwanda, les Caraïbes, l'Afrique du Sud, ainsi que tous les pays du continent africain et vice-versa. Au cours des dernières années, le Rwanda s'est imposé en Afrique comme un moteur de développement et de progrès socio-économique. Aujourd'hui, le Rwanda souhaite coopérer plus étroitement avec la Jamaïque, partager des expériences en matière de commerce et d'investissement, ainsi que d'unité nationale et de développement citoyen. L'Assemblée nationale sénégalaise a décidé de maintenir le nombre de députés à 165 au lieu de 172. Certains partis montent au créneau et dénoncent une violation des textes internationaux ratifiés par le Sénégal. Et pour exprimer cette opposition à la réduction du nombre d'élus à la proportionnelle, un parti comme l'Alliance pour la citoyenneté et le travail appelle à boycotter les prochaines élections législatives. Samantha Saberou Saboubanga. Au Sénégal, le nombre de députés à l'Assemblée nationale reste fixé à 165. Pour cause, les parlementaires de la majorité considérant qu'il n'y a pas de consensus relatif à l'augmentation du nombre de 7 sièges, ont fait un amendement pour le maintien du nombre initial, c'est-à-dire 65. Une loi adoptée vendredi 15 avril 2022 par l'Assemblée nationale. En fait, il y a 2 postulats qui sont très importants qu'il faut préciser. Le premier, c'est que l'augmentation du nombre de députés n'est pas une volonté du gouvernement de pouvoir donner
un certain nombre de responsables politiques des postes. Il répond à un besoin en termes de démographie, en termes administratifs. Il y a plus de Sénégalais et il y a un nouveau département qui a été créé et ces deux éléments ont besoin d'être représentés à l'Assemblée nationale. L'idée d'augmenter le nombre de députés de 165 à 172 ne découle pas d'une volonté unilatérale, a argué le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, car il est le résultat d'un consensus trouvé lors des concertations menées avec les différents pôles politiques existant à l'Assemblée nationale, la majorité, l'opposition et les non-alignés, au terme de 4 rencontres, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Le projet, il est là, il est bon pour tout le monde, mais au lieu de le soutenir, on le dénigre parce que c'est proposé par le pouvoir. Et comme maintenant le pouvoir fait exactement ce que vous demandez, ce que l'opposition a demandé, c'est-à-dire de réduire le nombre de députés, là, l'opposition dit non, il faut revenir à ce qui était prévu au départ. Mais ce qui était prévu au départ a été rejeté par l'opposition. Voilà, c'est ce jeu politicien dans lequel l'opposition sénégalaise pense étendre un piège au régime, au pouvoir. Malheureusement, ce piège se refermait contre eux. L'augmentation du nombre de députés pour pourvoir en siège le nombre de départements de Keur-Massar et corriger la disparité territoriale dans la représentation nationale naît d'une forte augmentation de la population dans certaines localités sénégalaises. L'inquiétude à présent suite à ce naufrage au large des côtes tunisiennes ce samedi 16 avril dans le golfe de Gabès. Un pétrolier battant pavillon de Guinée équatoriale qui transportait 750 tonnes de gazole parti d'Égypte pour rejoindre Malte a coulé au large des côtes sud-est de la Tunisie. Les autorités tunisiennes auraient évacué l'équipage de cette personne qui se trouvait à bord du navire. Il s'agit à présent d'éviter une pollution des eaux. Les ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Transports et des Douanes de Tunisie disent être mobilisés afin d'éviter une catastrophe environnementale marine dans la région. Une université spécialisée dans la cybersécurité devrait ouvrir ses portes l'année prochaine au Zimbabwe. Cet établissement viendrait ainsi remplacer le centre Tel1 que les autorités souhaitent professionnaliser dans un contexte où se pose la question de la protection des données personnelles et institutionnelles. Nathalie Mou. Dans le processus de professionnalisation et de modernisation de son éducation, inscrit sous le programme d'éducation 5.0, le Zimbabwe va ouvrir en 2023 une université publique spécialisée dans la cybersécurité. Une institution qui va remplacer l'actuel Tel1 Center for Learning, l'école de formation des experts en télécommunications du pays. Le gouvernement zimbabwéen estime que ces programmes d'enseignement ne sont plus adaptés à l'environnement actuel des technologies de l'information et de la communication. Le système éducatif doit réussir à mettre sur le marché des diplômes prêts à s'adapter à divers environnements, pas que l'écosystème local. La transformation de Tel1 Center for Learning est engagée depuis 2019 au Zimbabwe. D'une capacité d'accueil de 6600 étudiants, l'Université de la cybersécurité va former de jeunes Zimbabwéens à faire appliquer la loi sur la protection des données personnelles proposée au Parlement en mai 2021. Objectif de cette démarche, la protection des infrastructures numériques et la défense de la sécurité nationale et économique. L'éducation doit se mettre au service de la nation, dont nous devons innover. Dans ce sens, nous nous sommes déjà lancés dans la création d'applications révolutionnaires. Le Zimbabwe a perdu plus de 40 millions de dollars en 2018 à cause de la cybercriminalité au cours des 4 premiers mois de l'année et plus de 4000 chefs d'accusation liés à la cybercriminalité ont été traités par la police au cours de la même période. Retour sur la Brazza Fashion Week qui s'est tenue dans la capitale congolaise du 7 au 9 avril dernier. De grands noms de la mode ont répondu présent et sur place des défilés hauts en couleur pour cette première édition qui a fait la part belle aux jeunes créateurs. Reportage notre correspondant d'Eva Pansou. Sarah Makaya est propriétaire de la marque de prêt-à-porter congolaise intitulée Cousu Main. La jeune financière de formation possède sous le même nom de marque un atelier de couture et un centre de formation en coupe, confection et couture gratuite. Lui et son équipe ont présenté différents modèles de leur marque au grand public lors de la première
édition de la Brazzaville Fashion Week. Brazzaville Fashion Week, une très belle expérience. D'ailleurs, je n'étais pas sûre d'y participer. Je me suis lancée au départ. Mais après, j'étais très hésitante. J'ai même appelé pour annuler. Mais c'est M. Luison qui m'a convaincue que non, que vos collections sont belles. Je pense que ce serait bien que vous veniez parce que je ne me sentais pas à l'état. Et je ne peux que lui dire merci et dire merci à l'Institut français parce que je ne regrette pas. Comme Sarah, d'autres créateurs de mode tels que Alexis Ngoma, Jacques Gams ou Emma Zola et Lydie Okosa, venus de la République démocratique du Congo, ont aussi présenté leur collection. C'est sur la base du lien entre la tradition et la modernité que l'Institut français du Congo a voulu rassembler les acteurs de la mode autour de la Brazzaville Fashion Week du 7 au 9 avril 2022. Objectif, développer l'industrie de la mode afin d'en faire un acteur de l'économie nationale. Je pense que c'est un grand pas pour l'évolution de la mode en République du Congo parce que nous voulons vraiment faire la promotion de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et faire en sorte que nous mettons sur pied au fil du temps des stratégies qui peuvent permettre à ce que la mode contribue à l'économie du pays et au budget national. Durant 3 jours, les visiteurs ont eu l'occasion de visiter le marché d'exposition déployé dans le hall de l'Institut français du Congo. Loin des regards indifférents des décideurs face au soutien des initiatives locales, la République démocratique du Congo et le Gabon ont répondu à l'invitation de la première édition de la Brazza Fashion Week. On se souvient de la performance à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football de l'équipe du Cap-Vert. Eh bien, la sélection continue de travailler activement et les requins bleus se font remarquer depuis quelques jours sur la scène continentale et internationale. Explication, José Douglas. Parlons d'abord de la CAN 2021 où les requins bleus ont failli nous surprendre encore. Ils se faisaient éliminer en 8e de finale par le vainqueur de l'édition, la grande équipe du Sénégal, 2-0 au stade Omnisport de Bafoussam. On n'est pas resté hacké comme certaines grosses sélections, on va dire, si on prend l'exemple du Ghana. Il y a des joueurs au Portugal, il y a énormément de joueurs en France, en Hollande, donc beaucoup de binationaux. Après cette CAN et leur dernier match officiel, plusieurs rencontres amicales FIFA ont jalonné le parcours de la sélection avec un bilan très positif et 3 victoires contre la Guadeloupe 2-0, puis le Liechtenstein 6-0, un score sans appel, les Saint-Marins pour couronner cette tournée 2-0. Oui, ça, on a une très très grande diaspora à travers le foot, très bien implantée en Europe. La CAN 2013 en Afrique du Sud restera sans doute à jamais dans les mémoires de certains joueurs et supporters des requins bleus, ce qui constituait aussi leur baptême dans cette compétition. Et le Cap-Vert se faisait éliminer seulement quart de finale par le Ghana 2-0 à Port-Elizabeth après avoir fait match nul 0-0 contre les Bafana d'Afrique du Sud. Ensuite, un but partout contre le Maroc et la victoire mémorable contre l'Angola 2-1. La fédération et le gouvernement, on travaille toujours en partenariat. Et la fédération fait un très bon travail. Et on va continuer à travailler ensemble pour améliorer les conditions par la préparation et aussi par la participation dans la CAN et la qualification mondiale aussi. Nous sommes déjà dans le CAN pour 3 fois. Et le grand objectif serait qu'en 2026, le Cap-Vert soit la Coupe du Monde des États-Unis. Le Cap-Vert, qui dispose d'un stade à Praia, dans la capitale, de 15 000 places, l'Estadio Nacional des Cabo Verde, pour disputer leur rencontre à domicile et qui vient de voir un enfant du pays, Gerson Fernandez, propulsé au poste de directeur régional de la division association, membre de la FIFA pour l'Afrique. Il occupera son poste à partir du 1er août 2022. Âgé de 35 ans, son expérience d'ancien sélectionné de l'équipe suisse lui permettra sans doute de donner quelques bons conseils aux joueurs pour que les requins bleus puissent naviguer avec des objectifs bien précis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.